pages d'histoire présente la dernière révolte jacobite de 1745-1746. Lors de la glorieuse révolution de 1688, le roi catholique Jacques II d'Angleterre et d'Irlande et Seth d'Écosse est chassé de son trône. Le Parlement anglais fait alors appel à sa fille, convertie au protestantisme, Marie II, et son époux Guillaume III, prince d'Orange, qui établissent une monarchie constitutionnelle. Les troupes néerlandaises envahissent alors la Grande-Bretagne. Les Jacobites, qui sont restés fidèles à Jacques II, soutiennent la dynastie des Stuarts et considèrent les rois et reines britanniques ayant régné de 1688 à 1807 comme des usurpateurs. En Écosse, berceau de la dynastie des Stuarts, il y eut 5 tentatives de reconquête jacobite en 54 ans. Charles-Édouard Stuart, surnommé Bonnie Prince Charlie, petit-fils de Jacques II et fils de Jacques-François-Édouard, entreprend la dernière insurrection en 1745. Charles Stuart croit toujours au plan français d'invasion du sud de l'Angleterre, qui a échoué en 1744 du fait de la dispersion de la flotte lors d'une énorme tempête. Il prépare en secret, avec la Société d'Angola, une expédition pour soulever l'Écosse avec le soutien des clans écossais. 2 navires, la Duthaillet, frégate de 150 tonneaux, et l'Elizabeth, vaisseau de ligne emportant 250 hommes et 700 volontaires de la brigade irlandaise, partent de Belle-Île en mer. Louis XV est informé et le prince lui demande son aide. L'Elizabeth doit renoncer à l'expédition suite à un combat avec le HMS Lion. Le 2 août 1745, le jeune prétendant débarque à Eriskay. En apprenant son arrivée sans troupes ni munitions, les clans écossais montrent une certaine réserve et Alexander MacDonald de Sleat et Norman MacLeod refusent de le rencontrer. Le 19 août, le prince se rend à Moidart, puis soulève l'étendard à Glenfinnan, engageant la révolte au nom de son père. 1200 hommes le rejoignent, des MacDonald, des Camerons, des Macfees et des Macdonalds. À Invergarry, les rejoignent des MacDonald de Sleat, des MacLeod, des Mackenzie, des Grant, des McIntosh, des Fraser, 260 stewards d'Appin, puis les farouches MacGregor, toujours privés de l'usage de leur nom, qui descendent des montagnes et s'emparent d'Inversted, capturant la garnison. L'armée britannique était en grande partie occupée par la guerre de succession d'Autriche. Sir John Cope n'a qu'une force inexpérimentée de 4000 hommes, qui se replie à Inverness, pensant que l'armée jacobite est bien plus importante qu'elle n'est en réalité. Les jacobites prennent Perth et écrasent 2 régiments de dragons hanovriens à Coatbridge. Les Camerons prennent alors Édimbourg, et Charles est proclamé roi d'Écosse sous le nom de Jacques VIII. Il s'installe à Holyrood, car il n'a pu prendre la forteresse d'Édimbourg, et reçoit des clans de toute l'Écosse, comme au temps de Robert de Bruce en 1304. Les Grandes de Glenmoriston, les MacLachlan et les Nairn d'Atholl prêtent à leur tour allégeance. Le roi de Grande-Bretagne, George II, organise la défense de son trône. Le 21 septembre 1745, le général Cope arrive d'Aberdeen et affronte l'armée jacobite à Prestonpans. La charge frontale des Highlanders écrase la ligne de fantassins, met en déroute la cavalerie et Cope cède le terrain en abandonnant fourgons et matériel. 600 Ogilvy, 1000 Gordons, 130 cavaliers de Forbes et les cavaliers de Lord Balmerino rejoignent alors le roi Jacques VIII. Les troupes qui ont rejoint le roi sont alors disparates et la coordination est complexe. De plus, aucune aide sauf financière n'arrive de France. Début novembre, il décide de marcher sur Londres à la tête d'une armée d'environ 6000 hommes, qui s'étiole au fur et à mesure. Après la prise de Carlisle,
Son armée arrive à Derby jusqu'au pont de Swarkeston, à 192 km de Londres. La panique gagne alors à Londres et George II et sa suite sont prêts à quitter l'Angleterre sur un bateau. 3 armées gouvernementales manœuvrent alors. Le général George Wade pour couper traite, le duc de Cumberland s'approche dans les Midlands et Finchay protège Londres. En tout, près de 30 000 hommes font face aux 5 000 jacobites. Sans l'aide de l'armée française et des Tories anglais, la prise de Londres s'avère risquée, et Charles Stuart, très irrité, s'incline devant le Conseil qui demande que l'armée hiverne et se renforce en Écosse. Devant cette décision, les Français annulent alors leur projet d'invasion et les Tories anglais, qui avaient envoyé un message promettant leur soutien si Charles atteignait Londres, se retirent également. Murray ramène alors son armée en évitant les troupes hanovriennes. Seul le régiment de Manchester, positionné en Cumbria, doit se rendre au duc de Cumberland, qui les enferme dans des conditions inhumaines au château de Carlisle. Fin décembre, l'armée jacobite arrive à Glasgow. Le 3 janvier 1746, elle prend Stirling, mais n'arrive pas à prendre son château. Le 17 janvier, c'est près de 8000 Highlanders qui affrontent les troupes du général Howe à Falkirk Muir. Le général Howe a tardé pour organiser ses troupes et se retrouve devant une crête face à un vent humide qui altère la poudre. Son artillerie est embourbée en bas de la colline. La force jacobite tenant la hauteur et pour l'empêcher de charger, Howe envoie 700 dragons. Face à un feu de barrage meurtrier, les dragons se retirent. Avec une poudre humide, les tirs gouvernementaux sont inefficaces et Murray envoie sa deuxième ligne dans la mêlée qui bouscule l'aile gauche gouvernementale. L'aile droite a tenu, mais Howe décide de se retirer à la tombée de la nuit. L'armée jacobite se tourne alors vers le nord des Highlands. Dans la nuit du 16 février 1746 à Moy Hall, l'armée hanovrienne est ridiculisée quand, terrorisée par 5 hommes cachés dans l'obscurité et faisant un vacarme assourdissant, les 1700 soldats du général John Campbell, comte de Lundun, prennent la fuite en pensant avoir affaire au clan MacDonald, Cameron et McIntosh. Ce fait de guerre est resté célèbre sous le nom de déroute de Moy Hall. Lundun abandonne du même coup Inverness, il tombe alors sur l'avant-garde jacobite commandée par le duc de Perth qui taille son armée en pièces. L'un de ses officiers, le capitaine Angus McIntosh, est fait prisonnier rendu à sa femme Lady Anne Falkerson McIntosh, devenue chef de clan depuis la trahison de son époux. Ne pouvant prendre le château de Stirling, Bonny se retire à Inverness et entreprend la capture de Fort George et Fort Augustus. Il harcèle ensuite les forces gouvernementales. Cumberland, qui est le second fils du roi George II, entraîne son armée à Aberdeen. Il est bien ravitaillé par la mer, en hommes dont des mercenaires de Hesse, en artillerie, en munitions et en matériel. Ses troupes pratiquent le volet et découvrent l'utilisation de la baïonnette. Cumberland est admiré par ses hommes pour ses faits d'armes en Europe. Il est surnommé Tommy Lobster, surnom donné aux recrues. L'armée jacobite a perdu de nombreuses troupes depuis Falkirk. De nombreux hommes sont rentrés chez eux après la bataille. Elle est mal approvisionnée et il existe une dissidence entre Bonny et ses officiers supérieurs sur la situation militaire. Surtout quand le prince décide de prendre en personne le commandement afin de livrer une bataille qui s'annonce décisive et que son adjudant général O'Sullivan ait choisi un tronçon de lande fermé par les enceintes murales de Culloden au nord et les murs de Culloden Park au sud, inadéquates à la charge des Highlands devant l'artillerie puissante de Cumberland. Dans la nuit du 15 avril, l'armée gouvernementale campe à Nairn et les jacobites tentent une attaque de nuit qui s'avère un échec, épuisant et décourageant les hommes. L'armée gouvernementale arrive sur la lande de Culloden Moor le 16 avril en fin de matinée, au son des tambours et des fifres.
L'alarme est donnée à coups de feu dans le camp jacobite, et les clans sont convoqués à leur poste de combat, les Talksmen, propriétaires terriens armés de leurs baskets hilt ou claymore, se positionnant devant les clansmen. La pluie tombe et la lande est marécageuse. Le prince et le duc se rencontrent sur le champ, sans résultat. Forcés de se soustraire au pilonnage intensif de l'artillerie hanovrienne, les Camerons chargent, suivis des autres clans. Le terrain force les assaillants à obliquer sur la droite, offrant des cibles à la mitraille et à la mousqueterie gouvernementale. Les pertes sont très lourdes lors du contact avec les baïonnettes ennemies. Le flanc gauche, lui, progresse difficilement et les pertes sont énormes. Les MacDonald commencent à fuir et Cumberland en profite pour envoyer ses dragons qui chassent les Highlanders. Pour éviter la déroute totale, Murray engage le Royal écossais et les gardes de Kilmarnock qui tombent sur les Campbell et les dragons de Cahir. Les piquets irlandais couvrent la retraite totale au prix de lourdes pertes. La répression est effroyable. Le duc de Cumberland, que l'on appellera plus tard le boucher, exécutant les volontés de son père avec zèle et cruauté. Les jacobites blessés sont achevés, des centaines de Highlanders fusillés, passés à la baïonnette ou brûlés vifs dans les fermes où ils se sont réfugiés. Des prisonniers sont faits dans le pays par centaines. 936 furent vendus comme esclaves dans les colonies. Une centaine d'exécutions ont eu lieu en place publique, notamment des officiers supérieurs jacobites à Londres. Charles Stuart parviendra après 5 mois d'errance à fuir l'Écosse, qu'il ne reverra jamais. Par le Dress Act de 1746, le port du tartan et de la Highland Dress fut interdit, comme fut interdit le port des armes et la cornemuse. L'autorité des chefs de clan fut supprimée et le gaélique écossais interdit. Abandonnée en 1782, cette loi apportait un coup très dur à la culture écossaise et ajouta encore au ressentiment anti-anglais. Les milliers de clansmen qui sont tombés ce jour funeste du 17 avril 1746 dans la lande de Culloden ont emporté avec eux l'âme des Highlands, qui connaîtra alors une dépopulation massive. White